Bonjour, vous êtes bien sur T4IT, sujet du jour, le web sémantique. Pour l'évoquer, François-Régis Martin. Bonjour Cyril. François, bonjour. Alors vous êtes ici avec une double casquette, puisque vous êtes à la fois fondateur de Proxem, on y reviendra, et également d'un laboratoire qui s'appelle Alpage, c'est ça ? Tout à fait. Alpage qui veut dire ? Analyse linguistique profonde à grande échelle. Oula, on est tout de suite dans le sujet, on comprend bien. Alors avant de revenir au cœur du sujet, le web sémantique, on va reconnaître que c'est pas un sujet totalement nouveau. On a déjà évoqué, alors ça s'appelait pas web sémantique à l'époque, lorsqu'on parlait de ce type de sujet. On a parlé quoi ? D'intelligence artificielle ? Intelligence artificielle, traduction automatique, effectivement, ce sont des techniques qui ont été développées après la guerre froide. Forcément, les Américains et les Anglais voulaient traduire les textes de l'autre pays pour comprendre un petit peu les secrets qui pouvaient se dire. Et malgré d'énormes investissements qui ont été faits, on a vu que c'était un petit peu décevant. Ça y est, en effet, il n'y a pas eu de grand succès. Enfin, on a un petit peu piétiné sur ces procédés-là à l'époque. Tout à fait. Pourquoi on en reparle là, maintenant, aujourd'hui, en 2008, avec manifestement un petit peu plus de crédit ? Alors, il y a des choses nouvelles qui se sont passées en 10-15 ans. On a vu que la puissance CPU a beaucoup augmenté, la capacité de stockage des machines a également beaucoup augmenté, et les algorithmes se sont énormément améliorés. Et aujourd'hui, on commence à se dire qu'il va peut-être bientôt être possible que la machine comprenne le langage humain et puisse automatiser un certain nombre d'actions, ce qui permettra d'arriver dans le monde du web sémantique. Alors, comment on peut essayer de vulgariser ensemble vraiment l'enjeu critique du web sémantique? On a un autre intervenant sur T4IT qui nous a un petit peu expliqué quel était tout le puzzle technique des différents protocoles, les RDF et autres Sparkle. Mais avant d'aller dans la technique, j'aimerais que, profiter un petit peu de votre point de vue d'expert, vous nous aidiez à comprendre quel est vraiment l'enjeu aujourd'hui qu'on trouve derrière cette notion de web sémantique. On cherche à faire quoi? Alors, fondamentalement, le web sémantique va être le web où les machines vont pouvoir comprendre des pages écrites au départ pour des êtres humains et automatiser un certain nombre d'actions, de scénarios. Par exemple, c'est ce qui nous permettra dans quelques années d'avoir au niveau de nos PDA communicants la capacité de leur dire « Prends-moi un déjeuner avec Cyril, mon système ira se connecter au vôtre, il vérifiera que vous êtes végétarien et il réservera donc un restaurant qui ne fait pas d'entrecôte. » Alors ça, c'est la cible. Pour arriver là, il va falloir résoudre quoi? Eh bien, le goulet d'étranglement principal qu'il va falloir faire sauter, c'est la compréhension du langage humain, qui est rendu difficile par le fait que le langage humain est extrêmement ambigu. On va en voir un certain nombre d'exemples. Ça, c'est le premier point. Et une fois que ce goulet d'étranglement sera levé, il faudra avoir un problème plus opérationnel, plus computationnel, à savoir comment arriver à faire des raisonnements dans des graphes qui vont parfois faire 100 000 nœuds, 1 million d'arcs, avec un problème d'explosion combinatoire des temps de calcul. Donc on voit bien ici les différents défis qui se présentent sur cette route du web sémantique. L'ambiguïté, je reviens sur ce point qui est très très important, on va vraiment pouvoir la dépasser, on va dire la traiter par l'algorithmie, par les maths? Alors, les maths jouent un rôle essentiel, mais avant de pouvoir implémenter un algorithme, il faut savoir ce qu'on veut implémenter. Et c'est là où le bas blesse, parce que malgré plus de 50 ans d'efforts en informatique computationnelle, aujourd'hui, on en est encore au balbutiement, et on a des ordinateurs qui sont limite aveugles. Et dans les meilleurs laboratoires de recherche, on cherche juste à faire des systèmes qui soient borgnes, c'est-à-dire qui voient d'un œil, et qui arrivent à comprendre d'un œil, on va dire, du langage humain. Alors pour prendre quelques exemples d'ambiguïté, le cerveau humain sait très bien les résoudre. Mais la machine a beaucoup plus de mal. On a des ambiguïtés au niveau lexical, c'est-à-dire qu'un mot peut avoir plusieurs sens. Par exemple, si je dis « Ali a mangé l'avocat », ça peut être un avocat fruit ou un avocat collègue de Ali McBeal. Ce qui est plus problématique. Voilà. Donc on aurait une ambiguïté également sur le verbe « manger ». Ou si je dis « j'ai vu l'homme avec des jumelles », est-ce que c'est moi qui ai utilisé des jumelles pour voir l'homme, ou est-ce que j'ai vu un homme qui est en train de porter des jumelles, instrument d'optique, ou alors... Problème d'ambiguïté lexicale, est-ce que j'ai vu un homme qui a 2 petites filles? J'ai vu l'homme avec des jumelles qui jouaient, là tout de suite le cerveau humain lève l'ambiguïté, c'est beaucoup plus difficile à faire pour la machine aujourd'hui. On a espoir, on entrevoit déjà les solutions de façon réaliste, pragmatique. On est sur quoi? Du court, du moyen, du très long terme? Ça dépend des problèmes que l'on souhaite traiter. Et cela dépend, disons, de ce que l'on fait en laboratoire par rapport à ce que l'on peut faire dès aujourd'hui, disons, dans le monde de l'entreprise. Alors parlons justement des usages qu'on peut envisager, y compris en effet dans le monde de l'entreprise, sur, on va dire, des angles, des usages très professionnels, très B2B, comme on dit. Alors, B2B ou B2C, vu que le grand public y a également accès. Par exemple, tout le monde aujourd'hui utilise le correcteur grammatical et orthographique de son traitement de texte pour enlever des fautes d'orthographe, évidemment.
Beaucoup de gens utilisent également des applications de traduction automatique qui, même si elles sont encore approximatives, permettent de comprendre le sens général d'un texte ou d'une page web. Maintenant, des nouvelles catégories d'applications vont apparaître, je pense, dans les mois ou les années à venir. Il y a par exemple tout ce qui a trait à la contraction de texte ou au résumé de texte, de façon à avoir, non pas besoin de lire 2 ou 3 pages, mais uniquement 5 ou 6 lignes. Également tout ce qui est par exemple anti-spam. C'est l'éternel combat du glaive et du bouclier, donc utiliser des techniques linguistiques va permettre de fiabiliser l'élimination des courriels qui sont des spams. Également tout ce qui est par exemple routage des mails entrants en entreprise. Aujourd'hui, on sait utiliser des techniques de classification pour orienter un mail vers le service ressources humaines, vers le marketing, vers le juridique, d'une façon largement automatisable. Est-ce qu'on peut imaginer aussi des usages, plus fonctionnels pour certains types de professions, certains usages, je pense au médical, au juridique. Est-ce que là aussi, il y a des usages qui pourraient de se prêter à ça? Tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine juridique, on peut très bien imaginer une classification automatique des décisions de justice. Alors ça, c'est particulièrement intéressant dans les pays anglo-saxons, où c'est la jurisprudence qui fait loi et foi, et où il n'y a pas de loi écrite, ou relativement peu de lois écrites. Et donc, typiquement, au Canada ou aux États-Unis, on commence à utiliser des systèmes où chaque jour, des avocats reçoivent des décisions qui sont catégorisées par type de cour, par type de juge, par type de décision, etc. On peut également imaginer, par exemple, dans le monde de l'assurance, une classification automatique des comptes rendus de sinistres. Et donc, d'une façon générale, toutes les professions qui manipulent du texte, et à ma connaissance, toutes les professions en utilisent, vont gagner en termes de productivité, en termes d'efficience, en automatisant leur chaîne de traitement pour permettre, de faire traiter par la machine de l'analyse qui aujourd'hui est exclusivement du ressort de l'être humain. Alors François, je le disais en introduction, vous êtes fondateur de Proxem. Quel est le positionnement, l'angle d'attaque de Proxem justement dans ce vaste domaine? Alors, Proxem, pour procédure sémantique, est à la fois un cabinet de conseil en analyse sémantique. Donc, par exemple, nous aidons à mettre en place des moteurs de recherche sémantique dans des organisations. Nous les mettons à défricher des technologies à travers des prototypes. C'est également ça l'intérêt d'avoir une autre casquette en tant que membre du laboratoire Alpage. Et Proxem est également l'éditeur d'une plateforme de traitement linguistique, aujourd'hui pour la plateforme Microsoft.net, qui s'appelle Antelope, qui est l'une des plus complètes du marché. Un premier exemple de réalisation ou de projet ? Tout à fait. Par exemple, l'an dernier, nous avons monté une plateforme d'analyse sémantique, ça c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'air du temps, orientée vers l'analyse des sentiments. Et en l'occurrence, il s'agissait d'une évaluation internationale où, étant donné des titres de news, il fallait déterminer si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle et quelles étaient les émotions que ça allait soulever chez un lecteur humain. Par exemple, photographe pris en otage au Libéria, ça c'est une mauvaise nouvelle. Mais si on rajoute à la fin « enfin libéré », ça change tout. Et donc on a une bonne nouvelle malgré la présence de plusieurs mots-clés très négatifs. Et donc notre système a fini premier en précision dans l'évaluation internationale Semantic Evaluation, donc en 2007. Et voilà, épreuve est donnée que les nouvelles technologies, c'est aussi une affaire de sentiments. Tout à fait. François, merci beaucoup. À très bientôt.